Très bien. Ben, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. On est très heureux de vous avoir avec nous pour vous parler donc du Kafka Summit et vous faire un débrief des annonces qui ont eu lieu lors de cet événement qui se déroulait à Londres. C'était au mois de mai dernier. Je suis Martin Régent, je suis Alliance Manager chez Sphere. Je m'occupe notamment de la relation avec Confluent, notre partenaire. Et j'ai la joie de partager aujourd'hui la scène avec Sébastien et l'ensemble de nos experts Kafka qui se présenteront tout à l'heure, mais également avec Fred Cecilia de Confluent. Bonjour à tous, très content Donc d'être là. Fred, si tu peux peut-être déjà te présenter et puis nous expliquer ce qu'est le Kafka Summit et en quoi c'est un événement incontournable de la communauté. Très bien. Donc, Fred Cecilia, architecte avant-vente chez Confluent depuis bientôt 2 ans. Et Kafka Summit, c'est vraiment la grande messe, j'ai envie de dire, de la communauté Kafka, des utilisateurs. Au niveau de Confluent, on intervient aussi pour pouvoir donner des news aussi bien au niveau de la communauté, au niveau des produits aussi qu'on sort. C'est vraiment l'événement incontournable, en tout cas en Europe, pour découvrir qu'est-ce qui arrive, avoir des retours d'expérience et avoir des discussions avec d'autres utilisateurs de Kafka. Top. Bah, écoute, on va essayer de vous partager les annonces principales. Donc, vous avez dans la droite un onglet Q&A. N'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions. Il y a également le chat. Nos experts prendront un petit peu de temps à la fin pour répondre s'il y a des questions particulières. Très brièvement, je vais vous introduire Sphere si vous ne nous connaissez pas ou pour mettre à jour si vous nous connaissez. Donc, on est une entreprise qui a trois métiers. Donc, le métier historique qui est l'expertise technologique sur lequel nous accompagnons nos clients, donc sur des problématiques de développement, de plateformes de données, de plateformes cloud, d'event et de streaming, donc avec Confluent. On est présent dans 7 agences en France, en Belgique et au Luxembourg. Nous avons également plus de 800 experts, donc les consultants, les data engineers, les cloud architectes que j'évoquais, et on sert aujourd'hui un peu plus de 120 clients sur ces 3 pays. On vient de terminer notre fiscal là fin mai avec un revenu de 100 millions d'euros, et ça fait maintenant plusieurs années que nous affichons une croissance de 20%. Donc on est sur un trend très positif, porté notamment par l'activité qu'on mène avec nos partenaires. Donc sur cette partie expertise, mais également sur la partie formation, donc avec l'Institute, qui permet aujourd'hui, avec les experts et les trainers que vous aurez autour du pont, de vous former sur Kafka Confluent, mais également sur Google Cloud, sur AWS, sur Azure, sur un ensemble d'autres technologies. Et enfin, on a une troisième activité qui est le conseil avec notre spin-off créé il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui s'appelle We Envision, et avec laquelle on peut vous accompagner pour définir avec vous la roadmap de vos projets, réfléchir à une stratégie, par exemple, de streaming, à une stratégie de plateforme de données, comment monter en compétence et faire évoluer le mindset et la culture de votre entreprise pour embrasser justement ces stratégies streaming, ces stratégies data ou cloud. Puisqu'on le sait, la technique, c'est une chose, mais il y a également tout l'accompagnement qu'on peut faire sur l'humain, la montée en compétences, qui sont des choses très importantes dans la technologie. Je vais passer la main aux experts Kafka qui vont vous parler des différentes annonces. Donc avec une première partie qui sera très orientée Rex et ensuite des focus spécifiques sur un certain nombre de points. Donc Kafka Raft, les queues, les data quality rules et puis tout ce qui concerne Flink versus Kafka Stream, KSQLDB et Stream Designer. Je vous passe la main, les experts, et puis je reste dispo pour le Q&A s'il y a des questions relatives à se faire. Bon webinaire. Alors, je propose à tous les speakers d'allumer leur petite caméra et de venir sur le front. Et du coup, Bertrand, je te laisse commencer peut-être. Oui, Bertrand Mandelot, du coup je suis expert Kafka chez Sphere à Paris. Ça fait 4 ans que je suis chez Sphere et je travaille avec Kafka depuis 2018 à travers des missions chez différents clients, différents contextes.
Voilà. J'enchaîne. Vas-y. Valentin, du coup, Valentin Lefort, moi je suis pareil, je suis expert Kafka, développeur back-end chez Sphere depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et puis voilà, je travaille chez un client sur du Kafka on-prem bien à l'ancienne. Voilà. Je vais prendre la main du coup. Donc moi c'est Bastien Sabot, je suis expert Kafka aussi, je suis développeur back-end à la base. Je suis chez Sphere depuis 4 ans et depuis autant de temps chez mes clients actuels. Et on fait du Kafka sur beaucoup de sujets, notamment voilà, aussi une plateforme on-premise. J'enchaîne. Donc, je suis Hussam Chensoufi, je suis solution architect chez Sphere depuis un peu plus que 4 ans et j'accompagne notamment plusieurs clients sur l'administration, l'installation et l'accompagnement de l'utilisation de Kafka, donc, par rapport à l'administration et aux formations aussi. Et moi, c'est Sébastien, du coup, Sébastien Cool. Je fais du Kafka depuis un petit moment aussi, 4-5 ans. Je fais des gros comptes sur la mise en place de Kafka, en version centralisée, etc. À base de Confluent Cloud principalement. Il y a beaucoup de personnes autour de la table, hein, ils n'ont pas parlé de certification, mais on est pas mal à avoir la certif Kafka Dev autour de tout ça. Il y a aussi beaucoup de compétences autour du training, sur les onboarding autour du training. Moi, je suis trainer officiel Confluent aussi, mais d'autres autour de cette table le sont presque ou le seront bientôt. Donc voilà, il y a de la compétence autour de la table et l'idée aujourd'hui, c'est de profiter de cet événement pour discuter de ce qui s'est annoncé, de ce qui est déjà dispo et des idées qui sont aussi derrière tout ça. Il y a des idées que Confluent a mis en avant et donc on va pouvoir discuter un peu de tout ça. Donc, je vous propose de commencer par le premier sujet. Donc c'est un sujet qu'on évoque depuis un moment. Ici, c'est Craft. Alors Craft, c'est le remplaçant de Zookeeper, donc on va pouvoir refaire un petit peu l'histoire. Mais déjà, moi, je me pose une question. Et alors, je lance le sujet et après, on va discuter autour de ça. N'hésitez pas à interagir directement sur les questions, comme disait tout à l'heure. Vous avez le chat, vous avez les Q&A pour nous solliciter. Donc, n'hésitez pas en cours de route à nous poser les questions. Ça sera plus simple d'y répondre peut-être tout à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, voilà, Zookeeper, pourquoi on a remplacé Zookeeper? C'est la grande question que tout le monde se pose. On a bien des idées, c'est des problématiques de performance, ce genre de choses, mais voilà, pourquoi Craft est devenu incontournable et pourquoi on doit y aller? Et c'est là que je dois donner des réponses, c'est ça? Pas toutes. Peut-être que Valentin a une petite idée là-dessus. Ouais, alors disons que, enfin, moi de mon point de vue en tout cas, Zookeeper c'était pratique au début, on va dire. Quand Kafka a été codé, je pense qu'ils avaient des problématiques de deadline, etc. Ils se sont penchés sur Zookeeper. Ils ont choisi Zookeeper comme étant l'arbitre un petit peu pour tout ce qui est système distribué, surtout parce que ils n'avaient pas le temps de faire autre chose. Ils se sont penchés après sur faire sortir Zookeeper pour pas avoir pour plus avoir de dépendance externe à leur projet. Voilà, pour moi, c'est ça l'idée qu'il y a derrière Craft. Et Craft, aujourd'hui, du coup, ça met en place un système de consensus. Plutôt que d'avoir un arbitre un petit peu générique comme Zookeeper, avoir un contrôleur Kafka qui est capable d'arbitrer plutôt en interne dans le cluster, quoi. Voilà. Je sais pas si je réponds bien à la question. Ouais, on sait que Zookeeper a amené des problématiques de nombre de versions, pas de nombre de partitions, par exemple, qu'on peut gérer un cluster. Après, ça, c'est en termes d'optimisation derrière, Craft, c'est plus rapide, ça permet de faire sauter tout un tas de limites. Je sais que globalement, on sait que tout ce qui va être déconnexion, reconnexion d'un broker au cluster va être beaucoup plus rapide a priori. Le démarrage sera
sera beaucoup plus fort. Donc voilà, je crois que il y a quelque chose comme multiplié par 14, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le truc. Mais, Ça, voilà. après, Puis, voilà, les chiffres là, il faut faire attention. C'est quand même des trucs avec 2 millions de partitions. Donc, forcément, oui. c'est des trucs un peu extrêmes. Je ne sais pas si dans le cas de clusters un peu plus petits, on va dire, où tu as quelques centaines de partitions, est-ce que ça apporte énormément en perf? Je ne suis pas sûr. Je dirais que ça rapporterait de toute manière, puisque le recovery il sera plus rapide, vu que les contrôleurs, on a le contrôleur un seul, mais il y a d'autres brokers qui seront à jour et qui auront l'information directement. Donc, si le contrôleur il est en outage, on va reprendre rapidement le travail. Il n'y a que le processus de vote qui va prendre le temps initialement, mais sinon, après, on n'a pas besoin de resynchroniser comme ce qu'on faisait avant avec Zookeeper, resynchroniser les métadonnées et les recopier chez le contrôleur pour pouvoir être disponible et up à nouveau. Donc ça, je crois que quelle que soit la taille du cluster, on gagnera de toute manière. Et même sur l'overhead du réseau derrière, ça nous fait gagner un minimum. Puis, je vois un intérêt assez important aussi pour tous ceux qui gèrent leur propre cluster et qui n'utilisent pas des clusters managés, où du coup, ça fait un composant en moins, on va dire différent de Kafka à gérer, où tu as besoin d'installer ton cluster Zookeeper sur des machines à côté, gérer le truc, monitorer le truc. Là, tu as tout qui est, bon, même si ça peut être des nœuds séparés, la partie craft, c'est tout du Kafka et c'est, on va dire, un seul type d'applicatif à surveiller, quoi. C'est ça qui est intéressant, ouais, c'est cette partie unification un peu du système, quoi. Et la simplification qui en découle, moi je trouve, parce que Zookeeper finalement faisait pas uniquement tout ce qui était élection, toute la partie quorum. Il y a d'autres choses qui étaient stockées dans Zookeeper et je pense à la partie ACL sécurité qui du coup va se retrouver un peu pas bouleversée, mais beaucoup plus simple à gérer en fait. Ouais, il y a un changement de paradigme un peu en fait, parce que plutôt que de gérer un truc avec Zookeeper qui crée des nœuds, etc. Là, tu vas juste avoir alors comment ils ont appelé ça, je sais plus, mais un topic metadata quoi, globalement, je sais pas exact, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais du coup, on va gérer ça comme un event stream quoi. Ça devient intéressant aussi. Ouais, c'est la nature event-driven de Kafka. Ouais, voilà. Ça, c'est classique dans la communauté autour de Kafka. Dès qu'on a besoin de stocker une donnée avec un certain nombre de garanties fortes, on réutilise un topic Kafka. Et c'est assez amusant de pouvoir. C'est le principe un peu de manger l'expression en français. Hein. De dire, OK, c'est un système distribué qui utilise un système distribué pour pouvoir se manager. Oui, voilà. Alors ça, c'est, ouais, je sais pas, quelqu'un pourra peut-être confirmer autour de la table, mais du coup, ouais, l'idée, c'est. Parce que pour ceux qui n'ont pas trop regardé, on supprime donc les nodes Zookeeper de l'architecture. Pour autant, on va avoir un certain nombre de nodes Kafka, pour le coup, qui seront dédiés à la gestion du quorum, à la gestion des métadatas en fait, du cluster. Et ça sera des brokers, des nodes différents du node qui traite la donnée, ou ça peut être les mêmes justement? Tu as les deux options en fait. Tu as l'option pour pouvoir dire que ton broker peut être à la fois broker et ce qu'on appelle arbitre, en fait, la gestion des métadatas pour pouvoir gérer le cluster. Et tu as aussi l'option de dire je veux séparer mes brokers de la gestion des métadatas et tu te retrouves dans les mêmes configurations que tu avais avec Zookeeper à l'époque. Le gros avantage, je ne sais plus qui l'a dit, c'est de rationaliser le déploiement en fait. Donc, ça dépend des plateformes. Nous, on recommande clairement de pouvoir séparer. De toute façon, nous, on est très de séparation des responsabilités. Donc, on recommande fortement de pouvoir déployer en production ces brokers qui font que brokers séparément que les brokers qui s'occupent de la gestion de metadata.
Mais tu as l'autre mode pour du dev, par exemple, ou d'autres idées qu'on a en tête, où ça peut être utile d'avoir juste un qui fait tout. Ça fonctionne aussi. Ça, c'est vraiment le premier jalon d'un truc qui va être beaucoup plus intéressant sur le long terme, clairement. Je rebondis là-dessus. Effectivement, la simplification aussi sur le mode dev, c'est du coup, quand tu veux déployer en local, tu as ton Docker Compose, là, tu n'as plus que Kafka. Tu n'as pas Kafka, Zookeeper, le machin à côté. Faire du dire machine. C'est ça. Clairement, moins de ressources, beaucoup plus simple à expliquer aussi. Ensuite, pour compléter un peu ce qui a été dit, ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Au tout début, Kafka, il y avait même tout ce qui est offset qui était stocké dans Zookeeper. Faut pas se leurrer, il y a 10 ans, dès qu'on était un système distribué, qu'on avait besoin d'un arbitre, tout le monde utilisait Zookeeper. Et c'est le principe de, on va faire un problème après l'autre, on va essayer de faire un Kafka solide et utiliser l'arbitre que tout le monde utilise. L'autre avantage, c'est que très souvent, les stacks big data avaient déjà un Zookeeper, donc potentiellement, ils étaient déjà à l'aise avec. Et au fur et à mesure, on a un peu enlevé la responsabilité à Zookeeper jusqu'à arriver aujourd'hui. On se dit, c'était sympa, merci, mais on va passer à autre chose. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, et la communauté est aussi complètement d'accord et en phase sur le fait qu'il faut y passer. L'idée, c'est, je vais passer le slide suivant, où on a un peu une roadmap prévisionnelle, une roadmap, voilà, on va prendre avec des pincettes ces informations-là. Oui. Mais l'idée, on est prod ready. Ça a été annoncé qu'on était prod ready. Maintenant, déjà début d'année, on était plus ou moins prod ready aussi, mais pour des nouveaux clusters. Donc pourquoi on est plus prod ready maintenant qu'avant? C'est un peu la question qu'on se pose. Et est-ce que j'y vais tout de suite? Est-ce que maintenant il faut que j'y aille parce que sinon je vais être bloqué par des mises à jour de mes versions, que ce soit Confluent Platform ou d'Apache Kafka? Voilà. Est-ce que on peut y aller sereinement? Yes. Réponse courte, oui. Non, pour être un peu plus complet, en plus, la roadmap, là, hier, je crois qu'on m'a annoncé qu'il risque d'avoir un Kafka 3.6 entre les deux encore. Donc, clairement, c'est une roadmap prévisionnelle à prendre. Parce que, du coup, oui. La 3.5, en fait, elle est sortie. Donc, le Now, c'est la 3.5. La 7.5 sur Confluent Platform, je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Non, pas encore sortie. Ça va pas tarder. Ouais. Par contre, moi, du coup, j'ai vu effectivement dans les propositions, dans l'équipe, qu'il y avait une 3.6 qui était prévue, on va dire. Donc, ça, on n'a pas forcément la date. Mais effectivement, parce que là, du coup, tu dis c'est go, en gros, on peut y aller. Même sur les clusters existants. Parce que sur la doc, c'est pas clair. Pour si aujourd'hui je dois monter un nouveau cluster, je pars en craft. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à essayer de passer en Zookeeper et dans 6-9 mois, essayer de se taper une migration pour pas grand-chose en fait. Surtout qu'en général, quand un projet commence comme ça, il ne récupère pas 4 gigas par heure directement dans les dents. Donc moi, je dirais commencer un nouveau cluster, commencer par craft. La notion de migration, elle est arrivée justement avec la 3.5. On sait très bien que, sauf urgence, là, on attend en général une 3.5.1 pour pouvoir dire on se lance là-dessus. La même chose avec Confluent Platform qui suit derrière pour pouvoir ajouter les fonctionnalités là-dessus. Par contre, il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas avec la 3. Enfin, surtout, je parlais surtout au niveau Confluent en fait. Il y a des fonctionnalités comme la possibilité d'avoir les MRC, c'est du multi-région cluster. Donc, c'est une fonctionnalité purement confluente qui n'est pas gérée avec Craft actuellement. Donc, nos clients qui utilisent cette fonctionnalité-là, eux, ils vont migrer, mais ils vont rester. Ils vont peut-être migrer la version, mais ils vont rester sur du Zookeeper parce que c'est dans la version d'après qu'on va pouvoir gérer ça. Il y a le fait aussi que certaines personnes n'utilisent pas de SSD, mais ils utilisent juste un branch of disk, JBOD, là. Ça sera en early access dans la version d'après. Donc, ça va vraiment dépendre des use cases en termes de migration et de bien faire attention à qu'est-ce qui est géré ou pas. Pour un cluster basique, je mets juste les Zookeeper, j'utilise rien de particulier. La migration va être simple dès la prochaine version. Pour tous ceux qui utilisent des choses un peu plus avancées, la migration, il faudra certainement attendre ce qui va venir après. Et pour répondre à la question de Sébastien, est-ce que c'est plus en prod maintenant qu'en 2022? Il faut avoir conscience que derrière, qu'on dit craft est là,
c'est un ensemble de clips déjà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe, c'est des Kafka Improvement Proposal, enfin des propositions sur Kafka. Et c'est vraiment un ensemble de keeps qui correspond à Kafka et là. Les premières keeps qui permettent de dire, OK, on a un topic pour les métadonnées. Ça, c'était rentré. Par rapport à ça, on avait une deuxième keep qui disait, OK, c'était la, je ne sais plus son numéro, qui disait, OK, on va l'utiliser pour pouvoir backuper tout ce qui est métadonnées. C'était la deuxième keep. Ça fonctionne bien. Mais si, par exemple, tu perds un broker ou tu as une défaillance là-dessus, actuellement, avec Craft, il y a des opérations manuelles que tu vas devoir faire. Et le but du jeu à chaque version, c'est de rendre le maximum de ces opérations-là automatiques. Et il y a une keep que je suis un peu là, c'est la keep 853. Je la suis parce que c'est un petit peu le mastodonte d'équipe pour dire, ben là, il y a tout qui est automatisé, même quand ça se passe mal. Et ça, c'est au fur et à mesure qu'on les rajoute dans les micro-versions. Donc, oui, Craft fonctionne. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, complètement, parce qu'il y a des opérations qu'on peut automatiser qui sont actuellement gérées manuellement. Mais c'est que des cas un peu très... la Terre a arrêté de tourner un moment, ou des éléments comme ça. Donc, on rajoute au fur et à mesure pour que ça soit vraiment ISO. Là, c'est ISO pour, on va dire, 80% des gens, et au fur et à mesure, on se rapproche des 100%. Pardon, c'est pas. Oui, d'accord, c'est parce que je m'entends. Sur le sujet suivant. Ah oui, je peux parler longtemps, désolé. Ouais, non, mais c'est très bien. Là, je pense qu'on a brosé déjà pas mal de choses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Là, voilà, on est prod ready, on peut y aller, on peut migrer. Il y a quelques use cases qui ne sont pas encore forcément automatisés ou gérés à 100%, mais on est plutôt dans une phase où Craft apporte beaucoup de choses. Ouais, je voulais juste pointer du doigt très rapidement quelque chose. C'est que il y a la 4.0 où Zookeeper sort complètement du viande. Donc, pour les gens, mine de rien, il faut avoir conscience que Zookeeper, c'est fini. Un jour, il n'y a plus, quoi. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas de retour en arrière. Sur Confluent Cloud, tous les nouveaux clusters utilisent Zookeeper. Soyons clairs. C'est pour te dire à quel point on n'est plus en mode est-ce qu'on va ou pas? Non. Chez nous, c'est acté. Et c'est acté en prod et on gère des clusters. Et donc 4.0, oui, bye bye Zookeeper, on fera une fête avec du champagne et on sera tous habillés en noir. Je ne sais pas que les clients Kafka fassent la fête à ce moment-là, ils seront plus la tête en train d'essayer d'enlever leur Zookeeper et de passer à Craft à ce moment-là. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'en 2022, on a commencé à dire ça pour laisser le temps aux clients de s'organiser au fur et à mesure qu'il y a des versions. Et le fait qu'on rajoute la version intermédiaire aussi, ça permet vraiment de s'asseoir autour de la table avec vous pour dire, bon, on fait quoi quand? Et peut-être avant le Black Friday, on fera rien. Ou des choses comme ça si on est dans le retail. Et ça laisse le temps, c'est de l'organisation. C'est pas une surprise, ça sort pas ça fait longtemps qu'on en parle. Et c'est Prod Ready depuis 2022, on est milieu 2023. Bon, voilà. Les équipes sont au courant. Il y a peut-être une question pour toi, là, Fred, sur des infos de roadmap de EKS dans AWS sur l'utilisation de Craft. Il y a peut-être une question pour toi, mais je ne sais pas si ça rentre bien quand même. Est-ce que j'ai des news là-dessus? J'ai pas grand-chose comme ça de visu, il faudrait que je check. Ou encore mieux que la personne me capte en off après, en fait. Comme ça, je pourrais vérifier, en fait. Ça marche. On garde la question sous le coude et on essaie d'y répondre après. Beaucoup de choses déjà sur cette première partie, Craft, qui est un gros sujet sur les plateformes. Un gros sujet qui débarque et qui va faire débat, et c'est très bien, c'est les queues, l'arrivée des queues. Ah, c'est un grand sujet. Donc je sais pas qui veut se lancer, peut-être Bastien. Ouais, je peux en parler un petit peu. C'est un sujet où, moi et tous les développeurs que j'ai autour de moi qui font du Kafka et où on a été biberonnés au topic, au streaming, à l'ordonnancement des données depuis quelques années maintenant. On était un petit peu, je vais pas dire choqués, mais très étonnés en fait de cette feature qui arrive là. En gros, les queues pour Kafka, si je peux l'expliquer rapidement, c'est tout simplement un nouveau mode de consommation de la donnée. Donc la production,
le stockage de la donnée sur le cluster reste identique, mais on va pouvoir consommer les données du topic, soit de manière classique via un consumer group que tout le monde connaît, soit via ce qu'on appelle un shared group, où en gros, les partitions ne seront plus affectées à un consommateur en particulier, mais à tout le monde. Et en gros, on aura une fenêtre glissante sur chacune des partitions où en gros on va affecter de la donnée dynamiquement à tous les consommateurs. Et le point qui est super cool, c'est que du coup, on n'a plus cette limite de se dire j'ai 5 partitions, donc je pourrais avoir au maximum 5 consommateurs pour dépiler le plus rapidement possible. Là, c'est toutes les partitions sont assignées à tout le monde, donc si on veut, on peut avoir 5 partitions et 200 consommateurs qui vont se voir affecter en fait au fur et à mesure les données qui vont arriver. Donc ça peut être vraiment intéressant. Le seul hic, la seule chose, le seul concept, la seule différence de concept, c'est que la donnée n'est plus ordonnée en fait, tout simplement. Et ça, c'est quand même assez perturbant pour nous les développeurs, les utilisateurs de Kafka. Et donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez de votre côté, mais moi je trouve ça intéressant parce que le paradigme change un peu. Mais ça reste toujours, les fondements sont les mêmes en fait. Donc, moi j'aime bien cette idée. Ouais. Au début, comme tu as dit, hein, au début, l'idée elle était bizarre. Enfin, vraiment, on l'a ressenti un peu, c'était chelou. Mais en fait, moi, en relisant la clip, j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis surtout l'idée de se dire, en fait, j'ai pas besoin de me poser des questions sur le nombre de partitions et le nombre de consommateurs sur ma partition maximum, etc. Ça va, mine de rien, ça va solutionner un certain nombre de problèmes, à mon avis. Bon, alors après, il y a le concept de l'ordonnancement qui va. Complètement. Il faudra faire le deuil. Mais sinon... Si tu es sur un cas d'usage où il faut que ça pulse, mais où tu n'as pas besoin d'ordre précis, hein, franchement, c'est hyper cool. Je dirais, moi aussi, on risque de perdre, donc dans les cons, c'est qu'on risque de perdre aussi le once and exactly once sur quelques use cases. Si on consomme en batché, c'est parce que là, on a des timeouts, par exemple, par rapport à des records qu'on consomme, donc par rapport au batch aussi. Et on se retrouve, si on dépasse un timeout, c'est marqué directement comme étant encore available et il peut être consommé jusqu'à atteindre un nombre de limites de consommation. Et si on tombe sur un batch avec un record au milieu qui est un problème, on risque de reconsommer le batch plusieurs fois. Ou avec un record qui est un problème au milieu, on risque que les records qui sont après dans le batch vont être marqués comme archivés et qu'on ne peut pas consommer alors que ce n'est pas le cas, forcément. Et donc, les garanties de données, on perd pas mal sur les garanties de consommation de données et aussi de ne pas consommer la donnée plusieurs fois. Donc, je trouve, c'est des use cases où c'était pas ce qui était recherché chez Kafka au début, je veux dire, où on était sur. C'est vrai. Donc, on couvre autre chose avec Kafka, mais qui n'était pas dans le paradigme initial de Kafka. Techniquement, derrière, en fait, il se pose pas mal de questions de comment ça marche. Et voilà, il y a plein de choses qui sautent. Donc, je vous passe le slide suivant, c'est qui explique un petit peu les shared groups, du coup. Et je trouve que c'est. Alors, on en reparlera, mais l'un des intérêts, la queue a ses use cases. On est sûr, dans nos entreprises, dans nos missions, on a besoin de queue. Parce qu'on a besoin de faire des traitements le plus vite possible, ce genre de choses. Et là, ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire, dans d'autres systèmes, on l'a aussi, mais là, c'est de se dire qu'un topic peut être consommé en mode topic ou en mode queue. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que je peux avoir mes consumers qui traitent mes données de façon ordonnée, comme avant, et en plus, un shared group qui me permet de dire, moi, je me moque de l'ordre, ce qui m'intéresse, c'est de consommer le plus vite possible, je mets 50 consommateurs, même si mon topic est à 10 partitions, j'ai 50 consommateurs. On pourra reparler plus tard aussi alors je ne sais pas si je dois le dire tout de suite, mais d'auto-scaling de partitions, mais ça on verra plus tard.
Et voilà, c'est ça le point fort, c'est que c'est une nouvelle possibilité, je trouve, et surtout qui n'entame pas le topic, la vraie fonction du topic. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. C'est transparent. Je pense qu'il faut faire un peu attention justement sur le nommage, la façon de parler justement de ces queues. C'est qu'en fait, c'est pas des queues, c'est des topics qui sont consommables comme des queues. Et ça reste que dans Kafka, il n'y a que des topics. Et la façon de stocker les messages, tout ce qu'on a appris sur la façon dont Kafka fonctionnait finalement, en tout cas sur la façon dont il va gérer l'écriture sur disque, etc. Derrière, ça ne change pas. C'est vraiment juste un nouveau mode de consommation des topics derrière, qui ressemble à ce qu'on connaît comme queue pour les autres systèmes de messaging. Et donc il y a une ambiguïté qu'il ne faut pas trop... faut faire attention aussi sur la façon dont c'est présenté, je pense. Ah, c'est complètement vrai. Il y a une chose qu'il faut avoir conscience, c'est que très souvent, il y a des personnes qui ont un problème et qui expliquent le problème en apportant leur solution. Beaucoup de personnes qui disent on voudrait avoir une meilleure gestion des partitions. En réalité, ce n'est pas qu'ils voudraient avoir une meilleure gestion des partitions, c'est qu'ils voudraient utiliser les topics comme une queue. Et que dans leur façon de faire ça, ils se disent ce serait bien de pouvoir avoir plus de flexibilité sur les partitions. La notion de queue ici, c'est vraiment pour des use cases particuliers où la queue fait tout avec son sens et décorréler le nombre de partitions au nombre de consommateurs. Ça, c'est pour des use cases en particulier, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui le demandent au point où il y a une kit qui a été créée. Et je trouve que c'est fait de façon élégante. Alors, on me dira, ouais, un gars de Confluent qui dit que c'est fait de façon élégante parce que c'est Confluent qui dit la kit, c'est normal. Mais d'une part, au point de vue concept, dire le topic reste le même, mais c'est juste la façon d'interpréter le topic qui va différer en fonction du use case. Je trouve ça très élégant. Et cette élégance-là, on le retrouve dans le code parce qu'en réalité, on se retrouve à rajouter juste 2 propriétés pour pouvoir dire que je suis en mode queue. Et on a des API qui sont adaptés en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que demain, je veux me dire, ce truc-là, il envoyait des messages en mode queue et ça m'embêtait. J'étais limité au nombre de partitions. J'ai juste à mettre 2 propriétés et voilà, je suis en mode queue. Et ça, je trouve ça super intéressant pour pouvoir dire on apporte des fonctionnalités en plus, de la valeur en plus, sans dénaturaliser forcément l'existant et en restant un peu dans le même type de raisonnement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est une nouvelle corde dans nos arcs. Exactement. Il y a les développeurs dans nos guerres qui se disent qu'ils n'ont pas grand-chose à faire en plus pour pouvoir faire des trucs mieux, quoi. Grave. C'est vraiment super. On a le code sous les yeux là. Globalement, on a juste la notion de groupe type qui débarque et des notions d'acknowledge aussi qui sont aussi implicites dans certains cas. Ça. Et le code ne change pas grand-chose et voilà, on n'est pas perdu. En plus, là, c'est un code assez avancé dans le sens où on gère différents acknowledge. Moi, pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu le code dans l'équipe, c'est le code qui est juste avant celui-là. Je me suis demandé, mais ils ont rajouté quoi en fait? Parce que j'ai lu les imports en diagonale, avec les propres en diagonale, en me disant, OK, c'est les propres comme d'habitude. Et je cherchais dans le code un truc différenciant avec, je sais pas, share partition, tout comme ça. Je me suis dit, mais ils n'ont rien modifié. Et je me suis fait avoir moi-même parce que, on sait lire du Kafka, on sait faire du queue out of the box, quoi. C'est clairement pas la partie compliquée, je dirais directement de façon transparente pour le développeur. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est quelque chose qui arrive, qui est arrivé, qui va arriver. Qui arrive. Là, elle est, le statut de l'équipe pour le moment est under discussion. Avec une typo, il y a un F à la fin, j'ai jamais compris pourquoi. Bon, bref, passons. Donc, pour le moment, c'est en discussion avec quand même un début d'implémentation de tests pour pouvoir expliquer les choses. Parce que soit tu viens avec une équipe avec une bonne idée et LPSL, soit tu viens avec une équipe avec quelque chose que tu as déjà plus ou moins créé pour montrer les exemples d'implémentation et les idées qui sont derrière. Et tu as une base sur laquelle on peut construire. Et c'est plutôt ce qu'on fait, nous, chez Confluent, quand on prend une équipe, c'est qu'on a déjà réfléchi bien en interne et qu'on fait une proposition pour essayer de voir est-ce qu'on a raté des choses, est-ce que ça vous parle, est-ce qu'il y a d'autres bonnes idées dans la communauté par rapport à ça.
Ce que je peux vous dire, c'est que si nous, on le prend en main, c'est que c'est une équipe qu'on veut vraiment pousser et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne sorte pas, quand je ne sais pas, mais qu'elle ne sorte pas rapidement. Ça, c'est clair. En plus, on en a parlé à Kafka Summit, c'est que c'est pas un secret des dieux. Ça nous a mis une pression en plus pour la sortir à live. C'est ça. C'est quelque chose qu'on voit pas mal et qui est pas mal communiqué en ce moment. Donc, c'est bien de savoir que ça existe, enfin, que ça va exister. C'est pas encore là, mais voilà. On va garder ça sous le coude et on y jettera un œil quand ça sortira. Je vous propose d'avancer sur le sujet suivant. Un sujet qui amène pas mal de questions et pas mal de choses, qui parle de Data Quality Rules, qui va se décomposer en deux parties. Hein. Vous allez voir, j'ai 2-3 slides dessus, enfin on a 2-3 slides dessus, mais la possibilité d'avoir sous la main l'opportunité de valider de la donnée à travers des schémas. Donc on a déjà la possibilité à travers des schémas Avro ou autres de considérer qu'un champ a un certain typage et optionnel ou obligatoire, etc. Donc on a déjà cette possibilité-là. Là, ça peut aller encore plus loin. Ça va aller encore plus loin avec la possibilité de valider une adresse mail, valider un numéro de téléphone, un numéro de sécu, ce genre de choses, valider vraiment fonctionnellement des choses. Donc il y a plein de questions qui se posent autour de tout ça, hein. Mais voilà, moi je vous pose ça. Et je vous laisse. Et ça a l'air. Je vais passer tout de suite au slide suivant parce que c'est ça, à mon avis, tout le monde se pose la question. Mais comment ça va marcher, comment c'est implémenté, où ça va se faire, est-ce que c'est pas trop long, enfin voilà. Mais voilà, je vous passe le slide suivant, mais ça va ressembler à ce genre de choses. Il a la claque. Voilà. J'avoue. On crée un schéma. C'est dans le schéma, vous allez pouvoir définir des règles en disant, OK, j'ai un check sur le numéro de sécurité sociale qui dit que la longueur doit être égale à 9. Et en cas de succès ou en cas de failure, j'ai la possibilité de faire des actions. Ça ressemble à des SMT, finalement, peut-être comme dans Kafka Connect, tout ce genre de trucs. Mais voilà. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Moi, une des premières questions que je me suis posée quand j'ai vu ce genre de truc, c'est... on est plus dans une... moi, en tout cas, en ce moment, chez mon client, on est plus dans une mouvance où on évite, dans les briques techniques, de mettre du métier, des règles métiers. Et du coup, est-ce que là, la volonté, c'est d'aller commencer à mettre des règles métiers dans Kafka et dans le schéma registré, du coup, ce qui pourrait être considéré comme une brique technique ailleurs, quoi. Très, très bonne remarque. Très, très bonne remarque. Tu as mis le point sur un truc qui est très intéressant. Je vais réutiliser cette image, en fait. Le schéma registré a été longtemps considéré comme une brique technique, alors que c'est la base pour la gouvernance dans la façon dont on la voit. Et la gouvernance n'est pas du tout technique. Le but de tout ce qu'on essaie de faire autour du schéma registré aujourd'hui, c'est justement étendre les fonctionnalités du schéma registré pour pouvoir parler de data contract, en fait. Et les contrats data contract, la spécification de comment doit être la donnée, elle n'est pas du tout technique, en vrai. Elle est très fonctionnelle. Pouvoir dire que le numéro sécurité sociale, c'est 9 caractères, il n'y a rien de technique là, c'est purement fonctionnel. Et malheureusement, comme Kafka est venu avec le schéma registré par la porte technique, trop souvent, on le limite à la technique. Et pour moi, les rules, c'est le premier pas vers un peu la démocratisation de la gouvernance en utilisant un outil qui de base était technique, mais qui a une volonté d'être beaucoup plus fonctionnel pour pouvoir documenter de la donnée, plus que simplement dire c'est une chaîne de caractères. C'est un peu l'équivalent quand on fait du DDD, principalement Java ou le langage typé, où on ne va jamais dire que ça, c'est juste un numéro de sécurité sociale. On risque de créer vraiment un objet qui va s'appeler numéro de sécurité sociale, qui va embarquer une chaîne de caractères, mais sur lequel on pourra faire de la logique, en fait. Et c'est exactement la direction dans laquelle ça va ici, pour pouvoir donner beaucoup plus de billes fonctionnelles et faire en sorte que la documentation qu'on mettrait soit effective aussi bien de point de vue technique que de point de vue fonctionnel. Donc, la personne fonctionnelle qui définit ça, techniquement, on ne peut pas aller à l'encontre de ça.
Je te rejoins là-dessus. Moi, je rêve d'un outil qu'on puisse mettre au-dessus de Schema Registry pour me permettre d'exposer mes objets métiers, mes business terms ou des choses comme ça, et sur lequel j'ai déjà des typages de la documentation, des contraintes. Donc là, on va encore plus loin. Mais il y a plein d'outils qui existent déjà en parallèle de ça. Mais pourquoi pas avoir une synergie entre ces outils-là et, comme tu disais, l'outil qui est vu comme, enfin, le Schema Registry qui est vu comme un outil complètement technique. Mais finalement, on a le schéma, il est quand même super discriminant et il nous expose pas mal d'informations. Et c'est dommage de ne pas l'exploiter plus. Ouais. Et en plus, le Schema Registry, c'est vraiment l'outil par lequel tout le monde va passer. Je veux produire un message, je veux consommer un message. Donc, c'est vraiment dans ce schéma-là qu'il y a vraiment cette utilité de pouvoir mettre des règles de ce type. En plus, on va avoir différents types, enfin, l'utilisation de ces différents types de règles tout à l'heure. Mais on va en voir deux, mais il y en a vraiment même troisième dont on pourra parler tout à l'heure, où ça rend vraiment service de pouvoir faire ça. Et juste pour finir sur ce sujet-là, parce qu'il y a un autre sujet qui est un peu, désolé, what the fuck après, sur les mappings de sujets, de schémas, qui est un peu particulier. Là, on est bien d'accord que ça va se promener au niveau des serialiseurs, des déserialiseurs. Ces contrôles-là, c'est stocké dans ce qu'on enregistre au niveau du schéma, mais l'exploitation, c'est du producer-consumer au niveau du serialiseur. Qu'après, il n'y a rien là-dedans. Très, très bon point. En fait, pour pouvoir utiliser ça, il faut rajouter une librairie connexe. Donc, ça n'a aucune influence sur la façon dont les consommateurs et les producteurs, les anciens, entre guillemets, fonctionnent. Parce que c'est une librairie en plus qu'il faut rajouter, qui va s'occuper justement de pouvoir faire les checks et de pouvoir prendre en conséquence, s'il y a une failure, est-ce que je le mets dans un topic dead letter ou est-ce que je lève une exception ou si je dis c'est pas grave, quoi. Ça, c'est clairement tout le moment que du Java. Le but, c'est ensuite de l'ouvrir à d'autres types de langages. Mais l'avantage, c'est du plug and play. Et si tu en as besoin, tu l'utilises. Et si tu n'en as pas besoin, tu ne l'utilises pas. On ne va pas s'amuser à mettre des rules sur des logs, par exemple. En général, ce n'est pas là où on a le plus de règles métiers à mettre en place. Du coup, niveau de compatibilité entre les producteurs, les consommateurs, les librairies que les uns et les autres utilisent en fonction des langages, voilà, il y a toute cette problématique-là qui va être tirée aussi avec ça. Okay. Mais ça va être passionnant de voir comment même la communauté va s'approprier ça, dans le sens où, comme tu disais, une fois que tu as tout ça dans un schéma, ça veut dire que même visuellement, si tu veux pouvoir le montrer à des gens fonctionnels et qu'ils puissent définir, voilà, ça c'est le schéma de nouveau schéma. Voilà les règles qu'il y a dessus, est-ce que tu les valides ou pas? Et voilà même, je ne sais pas si on en parle ou pas. Ah oui, on en parle, je crois que dans la slide d'après, les règles de compatibilité pour dire que je veux passer d'une version majeure 3 à une version majeure 4. Je peux pouvoir définir ces règles-là grâce à ces rules-là, en fait. Oui, effectivement. C'est les slides d'après. C'est le slide d'après, le sujet what the fuck, qui n'est pas un sujet what the fuck, c'est quand j'ai découvert ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est les schéma migration rules. Ouais. On sait tous que la donnée, à un moment ou à un autre, elle va évoluer. Et c'est toujours compliqué à gérer dans le système. Schema Registry nous aide avec ses niveaux de compatibilité, il nous interdit de faire des choses, etc., etc. Mais là, de se dire que on aura un jour, et on verra si c'est un jour prochain ou un jour très lointain, mais la possibilité de dire sur un schéma, ce champ qui était dans ce champ-là, je vais le diffuser dans Kafka à un consommateur en lui disant que ce champ va être splitté dans 2 autres champs en utilisant une expression régulière, par exemple, pour rester compatible avec un schéma V1 par rapport à une V2. La façon que ça fonctionne, alors, on a dû rajouter un champ pour pouvoir définir les versions majeures. Parce qu'actuellement, on mettait les choses, mais pouvoir dire là, c'est une version majeure, il y a quelque chose de cassant, tu peux le définir. Et quand tu fais ça, tu as la possibilité de dire, je donne une rule, disons que je suis à la version majeure 2. Donc, je peux donner une règle pour transformer quelque chose qui est en version majeure 1 en version 2, c'est une rules. Et je donne aussi une règle pour dire que si j'ai des consommateurs qui savent lire que la 1 et que j'ai un message avec la version 2 qui est là, pour pouvoir transformer une version 2 en 1. Et en mettant ces règles-là, je me retrouve à avoir un topic qui a le droit de vivre d'une façon plus libre que les règles qu'on avait de compatibilité, avec des règles qui vont s'appliquer
automatiquement en fonction de qui produit avec quelle version et qui consomme avec quelle version. Et ça ouvre des opportunités, des cassages de tête qu'on avait pour dire est-ce qu'on remet les données dans un autre topic, est-ce qu'on met 2 topics en même temps et compagnie. Là, c'est bon, ben, on définit la règle, quoi. Et alors, c'est pas très sexy de mettre du JSON-like. C'est pas le truc qu'on préfère faire, mais sur du long terme, c'est super intéressant. Et encore une fois, la règle qui a été définie pour pouvoir faire techniquement la chose, c'est exactement la même règle qui peut être vue en termes de documentation de la donnée pour pouvoir voir l'historique des formats de données qu'on avait, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Ça change vraiment la façon d'aborder la mise à jour de données. Dès qu'il y avait une mise à jour avant, on croisait les doigts et on disait non, t'as pas envie de supprimer ce champ-là, c'est pas vrai. Il est obligatoire, t'as pas envie de le supprimer, s'il te plaît. Là, non, on peut mettre des règles et définir ça, et ça donne beaucoup plus de flexibilité. Ça laisse pour toi. Et il y a un autre cas d'usage, j'en parle rapidement parce que je le trouve super passionnant aussi. C'est une combinaison de la notion de rules et la notion de tag, parce que je disais qu'on mettait de plus en plus de choses qui permettent au schéma registry d'être plus orienté contrat de données que simplement schéma. On a la possibilité de mettre des métadonnées pour dire qui s'occupe de ce schéma-là, et aussi des tags pour dire, par exemple, ça c'est de la donnée personnelle. Et si tu combines les deux, ça te donne la possibilité d'avoir une application qui, au niveau du client, il remplit son champ normalement, et tu peux avoir une règle pour dire tous les champs qui sont données personnelles, je vais les chiffrer avec une clé pour les anonymiser, par exemple. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de faire une mise à jour des applications pour pouvoir définir que ce champ-là doit être chiffré ou pas pour l'anonymisation. On définit juste un tag là-dessus et automatiquement l'application va l'appliquer. L'application va l'appliquer. C'est bizarre comme phrase. Et ça, c'est super passionnant parce que c'est des use cases super relous. Par exemple, qu'on veut avoir de la donnée, qu'on veut mettre dans un environnement de dev, mais on ne peut pas vraiment la mettre parce qu'il y a des données personnelles et compagnie. Là, on met une règle, on met un consommateur qui écoute et qui met de l'autre côté. Et voilà, j'ai de la donnée anonymisée à la volée grâce au fait que j'ai défini proprement que ça, c'est de la donnée personnelle et que j'ai contribué à la gouvernance de mon SI. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant de voir l'évolution que ça prend. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si Bastien, tu veux peut-être réagir. Ouais, c'est une problématique qui arrive tout le temps de vouloir faire évoluer les données de ces schémas et de galérer à trouver la bonne manière de faire ou la bonne typologie de migration à apporter. Et franchement, ça va changer la vie de beaucoup de projets et beaucoup de gens, quoi. Donc là, pour le coup, c'est vraiment bien, quoi. Le défaut de ça, c'est que peut-être que les gens vont moins réfléchir à leur schéma à la base. Ouais. Ils vont se tirer une balle dans le pied en se disant que c'est pas grave, j'ai toutes les possibilités pour que ça soit simple après. Ça, c'est cool. Mais par contre, voilà, le schéma à la base, il faut mieux continuer à bien le réfléchir. Ouais. Et s'éviter quand même ce genre de choses. On sait qu'il va changer, mais si on peut déjà éviter des choses, c'est pas plus mal. Ouais, ça doit rester du palliatif, quoi, pas des trucs qui sont là pour... Ouais, ben c'est là où vous êtes super pertinent, messieurs, dans le sens où c'est vraiment le travail de ceux qui sont sur le terrain, de pouvoir donner des concepts, de faire du event storming pour aider à définir les différents événements, challenger aussi pour pouvoir savoir est-ce que c'est vraiment ça un event et compagnie. Et c'est pour ça que nous, on aime bien travailler avec vous, dans le sens où on sait qu'une fonctionnalité comme ça, dans vos mains, ça va normalement sur le papier donner de belles choses. Oui, après, on met un marteau dans les mains d'un bébé, ça ne donnera jamais de belles choses, malheureusement. Alors, question fatidique, dispo, pas dispo? Ça, c'est dispo, hein. Ça, c'est dispo aussi bien au niveau de Confluent Platform. 4, il me semble, c'est sorti. Ouais, c'est ça. Au niveau de Confluent Platform, c'est sorti, c'est disponible. Au niveau de Confluent Cloud, normalement aussi. Je ne sais plus si c'est en Early Access ou en GA déjà. Mais il y a la possibilité, dans le pire des cas, contactez-moi ou c'est défini dans la doc en plus. Et c'est déjà utilisable, en fait. Il y a quelques requirements, comme on dit, à respecter. Mais c'est déjà utilisable, en fait. J'ai même un collègue qui nous a fait une belle petite démo pour pouvoir... Il s'est amusé à mettre la main là-dedans et à faire quelques tests pour pouvoir avoir du concret. Je n'ai pas encore eu le temps de faire ça. Mais oui, on peut déjà s'amuser avec, clairement. Ok, on va avancer le sujet suivant parce qu'on papote tous beaucoup et c'est très bien. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui se sont timés pour pouvoir manger aussi. Accessoirement.
je propose d'avancer le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est un sujet c'est un sujet un slide surtout, où depuis, alors je le mets, voilà, le streaming de Kafka. Voilà, c'est la grande question qu'on se pose nous aussi chez Sphere. C'est on avait Kafka Stream, il y a KSQLDB qui est arrivé aussi après Kafka Stream, qui nous a permis de faire des choses un peu plus simples, un peu plus SQL-like. Et là, on voit débarquer depuis les débuts d'année Apache Flink, qui est monté en puissance, on va dire, dans l'offre Confluent depuis le rachat de la société Immerock en janvier, il me semble. Et il a été fortement mis en avant Apache Flink lors du Kafka Summit. Du coup, les grandes questions qu'on se pose tous, c'est OK, qu'est-ce que je fais de ces 3 outils? Je lance comme ça et je laisse compléter peut-être les autres avant que tu répondes, Fred. Mais moi, je ne veux pas cette question. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, bah, c'est pareil. Je me suis posé la question de est-ce que ça collisionne pas un petit peu. Apache Flink, c'était. Enfin, par contre, l'outil est cool, hein, vraiment Apache Flink, c'est trop bien. Mais c'est vrai que ouais, bah, KSQL, Kafka Streams, ça commence à faire beaucoup d'outils, quoi. Moi, je dirais que là aussi, par exemple, un des points positifs de passer sur Craft, c'était de pouvoir gérer juste Kafka et de ne pas avoir à installer autre chose ou d'opérer ou de manager autre chose. Et là, ben, on rajoute Apache Flink, alors qu'on a déjà sur Kafka plus ou moins la même chose qu'on peut faire avec Kafka Stream, avec KSQL, d'une autre manière, mais on a ça, donc on ajoute une couche, mais c'est pour faire quoi? Je suis toujours donc juste dans l'interrogation. C'est parce que peut-être je ne sais pas pourquoi ça a été ajouté. Premier point important, Apache Flink, nous on le pousse énormément sur Confluent Cloud pour fournir une offre Flink managée par Confluent. Donc si le but du jeu c'est je veux faire du Flink, mais je veux rien installer, ça tombe bien, on gère tout pour toi. Donc, en définitive, pour les personnes qui veulent se lancer, utiliser Flink avec Kafka dans le cloud, l'idée, c'est qu'il n'y a rien à déployer ni à surveiller de leur part. Ah, le service, il me semble, est en early access. Exactement, il est en early access. Ouais. Mais historiquement, ce qui est marrant, c'est que la décision a été prise d'aller vers ça parce que beaucoup de nos clients on-prem utilisaient déjà Flink. Et avec la mouvance de Move to Cloud, bizarre, bref, de Move to Cloud, c'était un peu le sens de l'histoire de se dire, OK, ben, vous êtes sur Flink en interne, on-prem, vous allez sur le cloud et utiliser du Flink. Le but du cloud pour nous, c'est de faire en sorte que vous n'ayez rien à faire avec le déploiement des Kafka et des brokers. Ben, on va faire la même chose pour Flink, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que l'histoire se lit, plutôt que Flink fait qu'apparaître comme ça. C'est clairement lié au fait que beaucoup de nos clients utilisaient Flink déjà en interne. En fait. Ensuite, pour la grosse question, est-ce que ça cannibalise pas? Ben, j'ai envie de dire oui et non. Historiquement, il ne faut pas oublier que Kafka est très souvent utilisé aussi bien dans des équipes Big Data qui sont très orientées Flink que des équipes microservices qui n'en ont rien à faire de Flink et qui ne veulent pas avoir un truc comme ça. Ils veulent juste mettre une librairie dans leur application, écouter des topics, secouer et avoir ensuite le résultat dans un autre topic. Et dans ce cas-là, Kafka Stream fait super bien l'affaire parce que c'est juste une librairie à rajouter. Et c'est vraiment la librairie qui ira bien avec tout ce qu'on a parlé au début pour pouvoir gérer la notion qu'un numéro de sécurité sociale, c'est bien X caractères ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la même population qui utilise les deux en général. Même Apache Flink, ce qui est bien aussi, c'est tout l'écosystème avec le machine learning et tout autour. Les cas qui font du microservice, ils n'en ont rien à faire directement de machine learning, sauf pour utiliser ChatGPT pour générer leur code à leur place. Mais à part ça, la population est différente. Et la population pour KSQLDB, c'est exactement la même chose. Les gens qui utilisent KSQLDB, très souvent, c'est soit ils ne sont pas du tout Java friendly et voudraient faire du stream processing, même orienté microservice.
Ou alors, il faudrait avoir quelque chose assez rapide pour pouvoir faire quelques stats sur les éléments du topic. Et là, KSQLDB fait bien le taf. Juste rapidement, parce que je vois que l'heure passe, il y a une fonctionnalité de KSQLDB que beaucoup de personnes ignorent et pour moi qui fait toute la différence. C'est que les résultats des requêtes qu'on fait dans KSQLDB, par exemple, je fais un count sur une agrégation, je peux aussi, dans Confluent Cloud ou même on-prem, avoir directement une API REST pour pouvoir interroger les résultats de ces requêtes-là à la volée. Donc, si je veux faire un dashboard qui me fournit dans une fenêtre de temps la moyenne des achats qui ont été faits, c'est une requête KSQLDB, une API key, et j'ai déjà mon endpoint en termes de API REST pour pouvoir interroger cet état-là à chaque fois. Et ça, c'est une force qu'il y a que Flink ne va pas apporter parce que ce n'est pas le use case pour. Ouais, on se rend bien compte à travers ces outils-là que c'est, encore une fois, on parle beaucoup de cordes dans nos arcs, que c'est pas forcément contradictoire de tous les avoir, c'est en fonction de nos usages, en fonction des utilisateurs. Déjà, KSQLDB était parti sur ce terrain-là, avec, voilà, moi je fais pas de Java, je veux faire que du SQL, ben voilà, une solution KSQLDB. Voilà, je suis un utilisateur Flink, maintenant tout est intégré, c'est plutôt quelque chose de manager, enfin c'est cool, c'est managé par Confluent et allons-y. Et Flink est super puissant. Un truc que Flink est le seul à faire, par exemple, c'est des requêtes sur différents clusters. Comme on parle à l'ère du data mesh, où on peut imaginer avoir plusieurs clusters dans une organisation qui discutent entre eux avec du cluster linking ou des choses comme ça. Avec Flink, je peux dire je fais une requête en utilisant des topics d'un cluster A et des topics d'un cluster B. Et ça, par contre, en termes d'effet wow, ben oui, wow. Et ça, il n'y a que Flink qui le fait vraiment de façon simple. En fonction des use cases et des besoins, voilà, c'est une arc en plus. Une corde en plus. Le temps passe, hein, on est bien entre nous, mais il va falloir couper à un moment. Je vous propose de passer, donc on restera dispo un petit peu pour répondre aux questions après si vous avez besoin. On va passer sur le dernier slide d'annonce en tant que tel. Les autres sujets qui ont été annoncés rapidement, le stream sharing, la possibilité de partager un topic de façon sécurisée en dehors de mon organisation. C'est ça. C'est des choses qui sont intéressantes parce que ça peut amener pas mal de use cases. Je les liste et après, voilà, on va rebondir dessus, ceux qui veulent rebondir. La possibilité de faire des custom connecteurs dans Confluent Cloud. Confluent Cloud, solution managée, on a la possibilité maintenant de proposer des custom connecteurs dedans et pas que les connecteurs managés par Confluent dans Confluent Cloud. Et aussi, donc le côté Cora Engine, on pourra en parler des heures, enfin Fred pourra en parler des heures, je pense, qui est vraiment la version, le moteur Cloud Native qui fait que Kafka est Cloud Native dans la solution Confluent Cloud. Il y a d'autres sujets autour de ça qu'on n'évoquera pas forcément là parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais en tout cas, il y a d'autres sujets qui arrivent, d'autres sujets qui sont évoqués et des sujets intéressants. Voilà, je ne sais pas si ça amène quelques remarques de notre table d'experts. Le stream sharing, je trouve ça intéressant. En fait, de plus en plus, moi, je vois des clients qui utilisent le protocole, qui utilisent Kafka pour communiquer avec des partenaires externes, là où auparavant on utilisait des API. Et pour le coup, je trouve ça intéressant parce que ça va vraiment se dire, c'est vraiment le but de se dire, on a un partenaire qui a la compétence Kafka, on a nous de notre côté aussi des développeurs qui ont les compétences et on peut directement communiquer ensemble sans avoir à passer par un peu des tricks, quoi. Donc surtout que c'est super simple. Hein. Je sélectionne mon topic, je mets l'adresse mail et j'appuie sur envoyer. Il reçoit un mail avec ses clés d'accès pour pouvoir accéder au topic et à n'importe quel moment, je peux invalider ses accès s'il n'a pas été gentil. C'est rendre un truc qui était très technique, beaucoup plus fonctionnel, pour que n'importe qui puisse le faire. Quoi. Du coup, dans le fonctionnement, ça a l'air vraiment easy. Est-ce que Fred, toi, tu as d'autres choses à rajouter en plus dans ces sujets-là ou pas? Pas grand-chose. Peut-être juste le connecteur, actuellement, il est limité à du AWS sur certaines régions. Mais comme d'habitude, l'idée, c'est que chaque trimestre, on rajoute le maximum de régions pour que ça soit déployé tout de suite. Donc, n'hésitez pas à aller voir la doc. Et Cora, oui, ça, on pourra en parler à lui tout seul pendant 1 heure.
L'idée, c'est de dire que Confluent Cloud, c'est pas juste du c'est pas juste du Confluent sur du IaaS. Non, non, c'est vraiment une repenser et utiliser au mieux tous les avantages du cloud pour pouvoir fournir un service qui soit efficient, rapide à déployer, à manager et à remettre en place quand il y a des problèmes, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Très bien. Je pense qu'on peut peut-être clôturer notre session aujourd'hui. Je regarde mon enregistrement, il y a 59 minutes 57 secondes. On est dans le timing de l'heure. Je ne sais pas, Martin, si tu veux me dire peut-être un petit mot pour la fin sur le slide de remerciements. Juste vous remercier, hein, les experts. Merci Fred également. Vous rappeler donc qu'on est très heureux d'avoir Confluent en partenaire avec nous et qu'on sera très heureux de mettre à votre disposition, vous clients, les compétences des personnes que vous avez pu entendre autour du pont et des autres nombreuses personnes qui ont été formées chez nous et qui pratiquent Kafka et Confluent au quotidien. Donc, à votre disposition, vous avez mes coordonnées qui s'affichent, les coordonnées également de Cynthia, qui elle est en charge de la partie formation côté Institute, si vous souhaitez vous être accompagné par les trainers que vous avez pu rencontrer sur le pont aujourd'hui. Et puis, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions pour nos experts, et je les laisserai conclure cette session en espérant qu'elle vous a plu. On est preneur d'ailleurs de tous vos feedbacks. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et on pourra se retrouver sur les questions après au niveau des tables. Je propose qu'on reste tous un petit peu 5-10 minutes pour. Si vous avez des questions, venez nous voir sur les tables dans Remo directement et on pourra vous répondre facilement. Moi, je remercie tout le monde marche. et à bientôt.